Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, parce qu'on y parlera produits de bourse de Société Générale, avec Léa Giséquel, vendeuse produits de bourse de Société Générale. Alors au menu cette semaine, nous avons le CAC, Apple, l'argent, Arkema, Capgemini et Newmont Mining. Newmont Mining, c'est vous qui allez nous en parler tout à l'heure. Il ne me reste plus qu'à vous présenter nos invités assis autour de cette table. Alors, pour commencer, Jean-Louis Cussac, trader formateur, Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous. Bonjour Thibault. Marc Daguer, responsable de DT Expert, spécialiste de l'analyse technique. Encore un. Bonjour Thibault. Bonjour Marc. Mathieu Lebrun, responsable de l'analyse technique, aux publications Agora. Exactement, bonjour Merci Thibault. Mathieu Lebrun d'être avec nous. Merci à vous. Et on commence tout de suite avec la première rubrique, on refait la semaine. On refait la semaine avec Jean-Louis qui va nous parler du CAC 40. Alors le CAC 40, là, pas beaucoup de volatilité ces derniers jours, mais un potentiel de mouvement peut-être. Les statistiques, on les attendait beaucoup, puis finalement il ne s'est pas passé grand-chose. Ah si, aux États-Unis, oui. Oui. Quand même, ça a impacté l'Europe qui a progressé encore d'un petit cran, mais on sent que les marchés européens sont un peu à bout de souffle. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Le message... Quand vous dites à bout de souffle, on est au bout de la... on a l'impression qu'on est au bout de quelque chose, quoi. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce qui pourrait amener des intérêts, quel pourrait être le carburant? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dans le pipeline qui pourrait nous amener plus haut? On a tout, vous vous rendez compte, on a tout anticipé. On a anticipé 4 baisses de taux, on a anticipé plus rien du tout. Une hausse des taux, on l'a imaginé, le marché n'a pas tellement baissé. Et d'ailleurs, j'ai repris le graphique que je vous avais proposé précédemment. Hein. On retrouve des niveaux d'achat sur repli. Sur le futur, c'est un peu différent parce qu'il y avait des dividendes. Et c'est pour ça que j'avais mis attention à la période des dividendes après le 22 avril. Quand vous dites acheter sur repli, c'est quand même un sacré repli maintenant, parce qu'on est quasiment un double top là. Oui, mais l'achat sur repli a fonctionné. Alors maintenant, si on y retourne, on verra. Si on achète, ça dépendra de la vitesse. Qu'est-ce qu'il y aura comme nouvelle? Là, le CPI a été rassurant, on va dire. Voilà. Les chiffres sont rassurants. Ils ne sont pas extraordinaires. Mais ça intègre le fait que ça valide le fait que les taux vont baisser. Alors après, les avis restent un petit peu divergents sur les horizons, quand ils vont baisser, etc. Alors quand on est sur un niveau comme ça, de double top quasiment, qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose, justement. C'est difficile de trouver des... C'est pour ça que les marchés aussi butent un peu. Il y a beaucoup de questions qui restent aussi donc, sans réponse claire. Sur les actions, par exemple, c'est vrai, on essaie d'aller un peu à la chasse aux bonnes affaires, trouver et c'est ce qu'on voit actuellement, des valeurs qui ont été un peu massacrées, un peu... D'ailleurs, je vous en avais proposé plusieurs en vous disant attention, bien sûr, CGG c'est spéculatif, Elior c'est spéculatif, ça, mais je pensais que c'était des recoveries potentiellement importantes. Et la révolte des mid-cap en ce moment? C'est la révolte des valeurs qui étaient injustement massacrées. Mais bon, c'était pas évident en tant qu'investisseur d'aller dessus, bien évidemment. Alors, il faut considérer qu'on fait une poche un peu dynamique, et puis voilà. Est-ce qu'on peut considérer que maintenant que le CAC est à ces niveaux, qui a retrouvé ses niveaux plus bas, il y a une forme de rattrapage qui peut s'opérer sur les valeurs moyennes? Oui, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on observe depuis quelque temps. C'est clair et net. LVMH n'avance plus. Chacun son tour, finalement. LVMH en plus, avec les États-Unis qui lancent la guerre commerciale avec la Chine. Alors la Chine, bon, ils ne vont peut-être pas viser LVMH en particulier, mais il y aura des conséquences à un moment donné. Donc, on voit les marchés, si vous voulez, c'est difficile de trouver un nouveau souffle. Il y avait autant la tendance... Par rapport à LVMH, c'était Burberry qui a publié tout le luxe là, depuis 20 heures. C'est moyen. Ça y va pas vraiment. Donc, non, c'est difficile. Ouais, mais c'est ponctuel ça. C'est ponctuel. Ouais. Alors on va enchaîner sur les États-Unis peut-être. Oui, mais bon, ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, si vous voulez, il n'y a pas de raison de vendre à découvert, bien sûr. Et on pourrait se dire, est-ce que je joue le double top? C'est une figure caractéristique ou les probabilités Et franchement, il n'y a rien qui soit suffisamment étayé, clair, net pour prendre des initiatives importantes.
Donc les investisseurs doivent, je pense, plus ou moins penser à sortir des valeurs qui ont beaucoup boosté ces derniers temps. Et, ils en profitent pour faire un petit peu le ménage dans les portefeuilles. Mais de là à prendre des initiatives de fonds, je ne pense pas. Grosso modo, oui. Moi, je ne suis pas d'accord pour une fois avec Jean-Louis, pour plusieurs raisons. D'abord, plutôt que de chercher des raisons à ce que ça monte, moi, je cherche plutôt des raisons à ce que ça baisse, et j'en vois pas non plus. Les marchés sont... Ça rejoint un peu ce que dit Jean-Louis, c'est-à-dire qu'on est en position d'attente. Non, cherche des positions, des raisons pour lesquelles ça raisons pour lesquelles ça baisse, et ni l'un ni l'autre vous en trouvez. Ah bah oui, mais ça milite pour une stabilité. Bah non, moi pas forcément, parce que moi je pense que ça va continuer de monter. L'Europe est même passée devant les États-Unis là depuis 2 semaines en termes de pourcentage sur les indices. Et là, vous parlez des doubles tops, mais si vous regardez les dernières corrections, en fait, dès qu'il y a une correction et qu'on repart, on arrive forcément à ce qu'on appelle des doubles tops, parce que quand on repart, on va revenir sur le top précédent. C'est pas pour autant que les marchés s'arrêtent à chaque fois qu'il y a un top précédent. La preuve sur la dernière correction. Votre vision du marché, c'est plutôt de dire que s'il n'y a pas de raison de baisser, ça monte. Oui. Alors que Jean-Louis dit s'il n'y a pas de raison de baisser, oui, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des boîtes qui sont, dans le CAC, qui sont sur des mouvements de hausse, moi, je ne vais pas dire inarrêtables, mais continus et sur des plus hauts. Publicis, Schneider, Safran, Thales maintenant, Airbus. C'est quand même... Pour moi, c'est quand même solide. Et quand on dit on est trop haut, bah ouais, mais on est trop haut. Mais si on pouvait dire on était trop haut sur le grand il y a un mois, ou sur Schneider pareil, et pourtant il continue de monter en ligne droite. Hein. Dernier mot avant de parler d'Apple. Oui. Je suis d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas de raison que ça baisse, donc ça va peut-être monter. Mais le problème, c'est quand on est investisseur, quand on a des positions importantes sur les marchés, vous savez, l'impact psychologique existe. À un moment donné, appuyer sur la touche achat, c'est difficile. Plus impactant que de rester à l'écart. Que de commenter, on va dire. Là, on commente, bon, ok. Donc moi, je n'arrive pas à me dissocier de mon rôle de trader et d'investisseur. Donc j'ai quand même quelques difficultés à acheter d'une manière un peu systématique. Voilà, c'est tout, c'est normal. Si les gens se posent la question en se disant je suis mauvais parce que je n'y arrive pas forcément bien, ben, c'est humain et tout le monde est dans ce cas-là. Donc moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. L'impulsion est haussière. Si on dérive horizontalement, les probabilités de repartir sont fortes. C'est pour ça que je ne vends pas à découvert, par exemple, mais je suis hyper sélectif dans mes achats. Très bien. On va passer du côté des États-Unis avec Apple. Marc, vous êtes intéressé à cette valeur sur les derniers jours? Oui, les dernières semaines. Ouais, voilà. Donc en fait, là, pour le coup, c'est un très bel exemple technique. On voit qu'Apple, depuis juillet 2023, est entré dans une grosse phase de consolidation. Ce qui est assez rare pour une boîte comme celle-là. Pour autant, avec la hausse précédente entre janvier et juillet, pour moi, il y a de fortes chances que ça reparte à la hausse. Mais nous, ce qu'on a acheté, en fait, c'est le bas de ce qu'on appelle une boîte. En fait, c'est un range horizontal. Il y avait déjà eu la publication des résultats. Et en fait, c'était la publication des résultats juste après. Et voilà, on a eu un gap haussier qui nous a permis, nous, de sortir du produit à 85%. Donc sur un mouvement, vous voyez, qui n'est pas... Alors qu'on pense... C'est court, sur les résultats, c'est ça? Ouais, alors on pense quand même que... Alors les résultats, en fait, nous, on intègre tout dans le technique. Donc quand on a rebondi sur le bas, on s'est dit ça doit monter. Il y a de fortes chances qu'on revienne en moins sur le haut de la boîte. Et comme on a 3 jambes de baisse depuis juillet, c'est possible aussi qu'on passe au-dessus de la boîte et qu'on reparte vraiment à la hausse. Vous dites la boîte, c'est le range. La boîte, c'est ce qu'on a mis en bleu. C'est le rectangle. Ouais, en fait, c'est ça, c'est un range, mais horizontal. D'accord. Voilà. Donc vous dites 3 jambes baissières, là, il y en a 2. En fait, il y en a 3 et puis on repart. C'est-à-dire qu'entre juillet 2023 et octobre 2023, on a une jambe de baisse. Ouais. Après octobre 2023, décembre 2023, nous, ce qu'on appelle 3 jambes de baisse, c'est 3 jambes correctives, en fait. Donc la hausse d'octobre à décembre, elle fait partie des 3 jambes. Et là, de décembre à avril dernier, on a une dernière jambe. 3 mouvements. Oui, c'est 3 mouvements, ce qu'on appelle des ABC. 3 baisses. Non, c'est ça. Très bien, c'est très clair. Et donc, est-ce que Apple, du coup, là, si je résume votre propos, on est au milieu de ce range, vous voyez une continuation de la progression jusqu'à 197, et après un peu de prudence. Oui, tout à fait. Okay. Comme l'a dit là, pour le coup, comme l'a dit Jean-Louis, quand on revient là sur un double plus haut comme ça, on fait attention. Mais si ça passe, en revanche, c'est un signal haussier très, très, très positif. Ouais. Très clair. Mathieu Lebrun. Mathieu, vous aimez bien l'or, l'argent, etc. C'est quelque chose qui revient souvent dans votre propos. Cette fois-ci, c'est le tour de l'argent. Exactement. Alors, c'est un peu effectivement la thématique. Pourquoi l'argent plutôt que l'or cette fois-ci? Du coup, alors. Je taquine un peu, mais. Non, mais on a parlé pas mal de l'or l'année dernière, en fin d'année et début 2024. Et depuis quelques semaines, je trouve que l'argent est en retard par rapport à l'or.
Et du coup, tout ce qui se passe en fait depuis un mois et demi me conforte dans cette idée. C'est-à-dire que là, sur l'argent, d'un point de vue... Alors, il y a des graphiques relatifs, ils ne sont pas affichés là, mais en gros, il y a vraiment des gros niveaux intéressants quand on compare la lecture de l'or en dollars par rapport à l'argent en dollars. L'un est relativement bas, donc c'est soit effectivement l'or est trop haut, soit l'argent va rattraper, ce qui a ma préférence et ce qui se confirme depuis la fin du premier trimestre. Donc ce qu'on voit en fait d'un point de vue graphique pur, là sur le graphique en base hebdomadaire, c'est qu'on avait en fait une double résistance horizontale autour des 25 $ et également oblique, vous voyez, c'est le canal grisé. Et donc, moi, en fait, j'ai commencé à acheter la première impulsion de 25 à 30 $. J'ai encaissé mes gains à 30 $ et j'y suis revenu là, il y a 10 jours dans la correction. Je suis à nouveau rentré sur les chiffres de l'emploi US qui n'étaient pas bons. Et donc, il y avait la logique que ça allait minorer le relèvement des taux de la Fed, faire remonter le marché obligataire et donc l'or aussi indirectement, mais surtout l'argent qui, pour moi, allait rattraper son retard. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. C'est encore plus là depuis le début de la semaine avec les chiffres de l'inflation US dont Jean-Louis parlait, le PPI, le CPI. On a l'argent qui est revenu là quasiment aux 30 $. Vous pouvez nous réexpliquer la corrélation dont vous parlez entre les taux et l'or et l'argent? Disons que moi, ce que j'ai en tête depuis plusieurs semaines, c'est qu'effectivement, si le marché obligataire ne va pas plus haut, donc si les rendements ne vont pas plus haut, donc que les contrats rebondissent, du coup, ça va soutenir à la fois l'or pour le lien avec le billet vert. Donc, si les rendements descendent, le nominal des obligations monte, ouais. Et ça, c'est favorable? C'est statistiquement plutôt favorable à l'or. L'or qui avait déjà été recherché, on l'a vu depuis plusieurs semaines, par anticipation. Alors, il y avait la Chine qui avait acheté, il y avait pas mal des banques centrales, etc., en Inde qui avaient commencé, enfin, qui expliquent rétroactivement le breakout. Mais en gros, ce qui était intéressant, c'est que le franchissement, l'année dernière, on a pas mal parlé sur l'or, on avait une zone de résistance autour des 2050, 2100 $, on l'avait évoqué pas mal de fois, il y a eu des fausses cassures, bref, moi j'avais dû m'y reprendre plusieurs fois, et derrière en fait on retrouvait exactement ce même schéma sur l'argent, avec cette fois cette résistance oblique, vous voyez, qui date de fin 2020 là sur le graphique hebdomadaire, et généralement, comme ce qu'on a vu sur l'or, quand on a dépassé les 2100, on est allé en à peine un mois à 2004, et sur l'argent, c'est ce qui se passe depuis un mois et demi, où on est passé de moins de 25 $ à 30 $ en l'espace d'un mois, quoi. Dernière question sur la différence entre l'or et l'argent. On connaît quelques impulsions, quelques mouvements acheteurs sur l'or. Est-ce qu'on a les mêmes sur l'argent? Disons que, en fait, il y a le côté, il y a des avantages. L'or a des avantages que l'argent n'a pas, dans le côté sécuritaire, refuge, achat par les banques centrales. Exactement. Maintenant, en termes de corrélation et de statistiques, ça c'est quelque chose que j'ai des indicateurs qui traquent la chose. À 80%, quand l'or fait un mouvement, l'argent suit et donc amplifie le mouvement. C'est-à-dire quand l'or baisse, l'argent finit par baisser plus vite, et quand l'or monte, l'argent finit par normalement aller plus vite. Et là, ce qui se passait depuis 2 mois, c'est qu'on avait l'or qui était allé vite, et l'argent, lui, qui est resté, du coup, à la fin du premier trimestre, on était sous les 25 $, là, donc cette résistance oblique qui s'affiche sur le graphique, du coup, journalier. Et donc moi, j'avais en tête qu'il y allait avoir une forme de rattrapage de l'argent, justement, sur l'or, et c'est exactement, du coup, ce qui se passe depuis 2 mois. Voilà. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci, messieurs. On va passer à la prochaine rubrique, le zoom sur... Le zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler cette fois des trackers 100%. C'est quoi un tracker 100%? Alors on va revenir là-dessus. Alors j'en parle aujourd'hui parce que Société Générale vient d'élargir sa gamme sur ses véhicules, donc c'est l'occasion d'en parler. Les trackers 100%, ce sont ce qu'on appelle des produits d'indexation. Donc leur but, ça va vraiment être de suivre l'évolution d'un sous-jacent aux frais de gestion près, mais il n'y a ni effet de levier, ni formule de remboursement à maturité. C'est vraiment un produit qui est très simple et qui permet de diversifier son portefeuille. Parce qu'effectivement, un tracker sur une action, ça n'a pas grand intérêt, mais un tracker, par contre, sur un indice, déjà, c'est tout de suite plus intéressant parce que pour un particulier, si vous amusez à refaire la pondération du CAC 40, c'est très fastidieux et très coûteux en frais de courtage, alors qu'avec les trackers, vous pouvez, avec un seul instrument listé en Bourse de Paris, négociable de 8h à 22h chez Boursorama,
sans frais de courtage dans le cadre de l'offre Bourse aux Markets, vous exposez à des indices. Alors jusque-là, rien de très innovant, j'ai envie de dire, puisque ça fait très longtemps qu'on propose ce genre de produits sur des indices sectoriels, des métaux précieux. Sur l'or notamment? Sur l'or, effectivement, l'or et l'argent, tout à fait. Mais ce qui est un petit peu plus nouveau, c'est qu'on vient d'en sortir sur les matières premières agricoles, comme le cacao. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé du cacao récemment, le café, le coton et le sucre. Et aussi, on a élargi cette gamme sur tout ce qui est type d'énergie un petit peu plus rare, métaux un peu plus rares, comme le gaz, le fioul et le cuivre. Alors aujourd'hui, il y avait très peu de véhicules qui permettaient aux particuliers d'investir sur une matière première. Il y avait beaucoup d'ETF qui permettaient d'investir sur des paniers de matières premières. Mais si on voulait s'exposer à une seule matière première, c'était beaucoup plus difficile en France pour les particuliers. Pas forcément le cas dans d'autres pays, mais en France, c'était plus compliqué. Et donc, aujourd'hui, avec ces produits, vous pouvez très simplement vous exposer à une seule matière première ou un seul type d'énergie. La seule petite complexité qu'il faut intégrer, c'est que sur ces produits, on ne peut pas investir directement sur ce qu'on appelle le spot, c'est-à-dire la matière première en tant que telle. On passe par des contrats futurs, des contrats à terme. Et ces contrats futurs, ils ont une date de maturité, contrairement aux trackers 100%, qui eux sont illimités dans le temps. Donc comment ça se passe ? C'est en fait l'émetteur du produit, ici en l'occurrence Société Générale, qui va procéder à ce qu'on appelle un rollover en anglais, un roulement de futur. Quand l'investisseur achète le produit, Société Générale achète le sous-jacent. Voilà, c'est-à-dire que quand un investisseur achète un tracker sur l'or, un tracker 100% pour l'or, Société Générale n'a pas la position contraire. Société Générale achète le sous-jacent. Effectivement. Pour couvrir sa position. Et donc ce sous-jacent, il a une maturité finie, contrairement au produit qui est infini. Donc pour faire en sorte de proposer aux investisseurs de rester aussi longtemps qu'ils le veulent dans le produit, on va procéder à un roulement de futur. Dès que le futur d'après devient plus liquide que le futur en cours, on va changer de position. C'est parfaitement indolore pour l'investisseur, il n'y a aucune manipulation à effectuer. Mais voilà, il ne faut pas être surpris quand on achète par exemple un tracker infini sur le cuivre de voir que c'est le futur sur le cuivre d'avril. Pas d'inquiétude, il sera rollé en temps voulu. Et quand on passe du futur avril au futur juin, je dis n'importe quoi, mais quand on passe à la maturité supérieure, parfois les contrats à terme n'ont pas le même niveau. Effectivement. Donc, mais ça n'aura pas d'impact. Aucun impact sur le prix. Ces différences ne sont pas prises en compte. Il y a un risque de perte en capital en cours de vie. Effectivement, bien sûr. Il y a toujours sur ces produits. Comme sur une action. Voilà, comme sur le sous-jacent en tant que tel. Si le sous-jacent va dans votre sens, tout va bien. S'il ne va pas dans votre sens, vous êtes soumis à un risque de perte du capital. Merci beaucoup Léa Gézéquel. Je vous rappelle, vous êtes vendeuse produits de bourse Société Générale. On va passer à la prochaine rubrique, le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders. Vous connaissez le principe de cette rubrique dans l'émission. Chacun des traders assis autour de la table a 60 secondes pour convaincre les deux autres et déterminer s'il y a trade ou pas trade. Chacun des traders a donc une petite raquette de ping-pong rouge ou verte. Trade ou pas trade. On va commencer par Jean-Louis Cussac avec Arkema. On attend quelques instants que le chronomètre s'affiche derrière moi. C'est fait. 3, 2, 1, c'est parti Jean-Louis. Alors c'est vrai qu'il est difficile de trouver des idées actuellement. J'ai pris Arkema parce que c'est une valeur qui est assez solide, qui est capitalisée un peu plus de 7 milliards. Il y a un rendement autour de 3%, un PE 9,5, donc c'est vraiment raisonnable. Elle a valu beaucoup plus dans le passé. Il y a eu une année 2023 difficile. Et là, ils viennent d'avoir un contrat de collaboration avec un Taïwanais pour la fourniture de solutions pour les batteries dernière génération. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ils sont dans la chimie, Arkema. Et voilà, donc trouver une zone d'achat sur Arkema, sur repli, pensant peut-être que le marché peut baisser un peu quand même, respirer. En tout cas, si jamais Arkema baissait, l'idée, ça serait d'acheter vers 96, 94, avec des risques, je pense, très modérés. Très bien, merci Jean-Louis. Alors Mathieu, Marc, quel est votre sentiment? Trade, tout le monde est d'accord. Marc, comment vous appuyez la vision de Jean-Louis? Alors moi d'abord, je suis extrêmement technique. Et alors si Jean-Louis m'avait dit j'achète là, j'aurais mis un stop. Mais il a bien dit d'acheter sur repli. Et là, effectivement, techniquement, les deux zones de repli qu'il a indiquées sont effectivement les zones à surveiller.
Donc c'est pour ça que j'ai dit go, parce que dans ce cadre-là, je suis complètement d'accord avec le... Puis sur le Fonda, il a déjà tout dit. Donc. C'est un peu contradictoire de se dire que la première zone 96-94 constitue une zone d'achat et qu'il y en a une deuxième derrière. Non, c'est pas ça. Bon, je pense que Jean-Louis ferait pareil. C'est une question naïve. Hein, mais... Oui, alors si on descend, si jamais on rebondit sur la zone, ça devient un point d'entrée intéressant. En revanche, si on ne rebondit pas et qu'on passe en dessous, le deuxième point d'entrée qui serait intéressant, c'est le deuxième. En tout cas, nous, en termes de trading, quand on a une correction, il ne faut jamais acheter quand on arrive sur une zone. Il faut attendre qu'il y ait un rebond sur la zone pour augmenter son pourcentage de réussite. Autre question naïve, alors, si ce rebond... C'est moi qui vais répondre. Vas-y. Sur 94, 95, on va dire, j'ai pris une zone assez large. Hein. Moi, si vous voulez, j'en fais au moins la moitié immédiatement. Après, si jamais, en effet, on a un arrêt, que ça commence à remonter, je compléterai. C'est vrai que là, c'est moyennement... Si ça dépasse 96, par exemple, vous dites, ah bah là, je peux y aller? Oui, par exemple, au moment où c'est en train de faire ça. Voilà. Le niveau de 90, c'est vrai que c'est en cas de dégradation des marchés. Vraiment une dégradation plus forte. Voilà. Donc, et par exemple, là, le CAC 40, s'il passe de 8250 à 8050, ça peut être la première situation. Si jamais il retournait plus bas vers les 7009, ça serait peut-être la deuxième situation. D'accord. Voilà. Vous auriez quand même constitué une partie de votre portefeuille avec et après, qui sera en perte, et là vous renforcez. Moi, souvent, quand j'ai une idée fondamentale, sur un repli, j'achète. Et ensuite, après cet achat, je ne complète mon achat que s'il y a un signal technique. C'est-à-dire que je me fixe une certaine quantité que je vais acheter, mais je vais aller jusqu'au bout de cette quantité qu'à partir du moment où il y aura un signal d'impulsion. Bon, les signaux d'impulsion, aujourd'hui, pour en trouver, c'est pas simple. Mathieu Lebrun, qu'est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être pas. Non, oui, parce que du coup, on se retrouvait avec Jean-Louis sur le choix de la valeur, effectivement, sur Arkema, où moi aussi... Vous la shippez, hein, vous aviez envie de parler d'Arkema. Et c'est vrai qu'en fait, quand on dézoome un petit peu en graphique hebdomadaire, on voit qu'on a une grosse ligne de tendance, justement, qui doit passer autour des 90 €. Donc ça, dans l'optique moyen terme, c'est pas mal. Et moi, ce que j'aime vraiment bien aussi, c'est ces zones, la zone de résistance là, des 102, 104 €, où en fait, quand on a des zones comme ça, très propres, très nettes, c'est vraiment des choses que moi, j'apprécie. Et en fait, dans l'idée, je pense que si on doit redépasser les 100, 102 €, je pense que ça peut filer assez vite, au-delà, peut-être vers 110 €. Alors après, dans l'histoire... C'est une ligne qui n'est pas un objectif, mais plutôt un support dont vous vous serveriez pour aller plus haut. Ce que j'aime bien, c'est que en fait, quand on a comme ça des grosses zones de résistance, il y a soit les vendeurs à découvert qui ont des sortes de rachats stop au-delà, et ceux qui sont pas dans le marché mais qui attendent des confirmations pour rentrer, qui ont aussi des achats stop au-delà. Et donc ce qui fait que quand on dépasse des niveaux propres, comme c'est le cas là sur Arkema, généralement ça file, c'est-à-dire que je pense que, je ne sais pas quand évidemment, mais je pense que le jour où ça dépassera les 104 €, ce ne sera pas pour aller à 104,50 ou quelque chose comme ça. Et dernière, après, pour le petit côté fondamental, ce que j'aime bien aussi dans la thématique de la chimie, il y a Solvay qui a publié, donc, il y a vraiment pas mal de bonnes choses dans le secteur. Il y a aussi le reflux du pétrole qui ici, il va dans le sens de la Fed, d'ailleurs de moins d'anticipation d'inflation avec une stabilisation sur le front géopolitique. On est sur un secteur de la chimie qui est quand même très sensible en termes de résultats. Les résultats sont très fortement impactés par l'évolution des cours des matières premières et en premier lieu surtout dans la chimie par le pétrole. Donc si le pétrole doit poursuivre sa baisse sous les 80 $, je pense que ça peut être l'un des catalyseurs justement de rattrapage, comme disait Jean-Louis, d'Arkema qui reste en PE pas très cher par rapport à la moyenne. Vous savez tout sur Arkema? Non, on ne sait pas tout. Non, mais pour étayer ce que dit Mathieu et pour montrer que l'analyse technique c'est quand même assez, pas impressionnant, mais utile parce qu'on regarde le graphique en fait. Donc là, Arkema qui n'a rien à voir avec l'or, ce que disait Mathieu, c'est exactement ça. Il y a 4 sommets qu'on avait sur l'or de la même façon. L'or est passé au-dessus des sommets et on a bien vu, comme Mathieu le dit, que ça a déclenché une accélération importante. Très intéressant, merci pour tous ces détails sur Arkema. Donc tout le monde était d'accord sur ce point. Alors on va passer maintenant à Marc. Marc Dagger, Capgemini, on attend, ça y est, le chronomètre est derrière moi. 3, 2, 1, c'est parti. Oui, donc Capgemini, alors très rapidement le fondamental, parce que je voudrais avoir du temps pour parler du technique. Donc les résultats étaient moyens, mais rien de grave, et ils anticipent une évolution très positive, au moins jusqu'en 2025, donc ça c'est fait. Ensuite, techniquement, la première chose qu'on voit, la sortie du large canal légèrement descendant là, vers octobre, vers la fin d'année 2023, déclenche un potentiel de hausse important et sur du plus long terme. Parce qu'on a vu que le potentiel de hausse a déjà été important jusqu'en mars 2024.
En ce moment, moi, je privilégie les valeurs qui sont sur des corrections parce qu'effectivement, les prix d'entrée sont beaucoup plus intéressants et le potentiel est plus intéressant. Là, on a un rebond sur ce qu'on appelle, nous, un overlap, donc autour des 195-80, donc une ancienne résistance qui devient un support. Et quand bien même on retournerait, moi je suis quand même dans du court terme, quand bien même on retournerait juste sur le sommet à 227, on est quand même largement gagnant sur une position comme celle-là. Voilà, donc techniquement c'est propre et fondamentalement rien à dire. Voilà. Merci beaucoup Marc. Alors Mathieu, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est d'accord aujourd'hui, c'est formidable. Mathieu, Capgemini. Alors pourquoi pas pour le Nasdaq, ouais, voilà, c'est un go mitigé quand même, mais pourquoi pas pour le côté Nasdaq, effectivement. Maintenant, ce que j'aime pas trop quand même, c'est que comme Marc le disait, la Capgemini a publié en fait la bougie, du coup juste au début de la flèche de Marc, en fait, a été marquée en avalement baissier, c'est-à-dire que le titre post-résultat avait ouvert en hausse et a fini à -3, -4, c'est-à-dire qu'on a un delta en intraday, c'est-à-dire des investisseurs qui ont acheté à l'ouverture et finalement les vendeurs ont pris la main pour une clôture au plus bas. Et ça, moi, dans les signaux post-publication, c'est des choses que j'aime pas vraiment. Donc à voir effectivement si avec le Nasdaq qui est sur des plus hauts, l'ensemble des valeurs tech finit par suivre. Pourquoi pas, mais voilà, moi c'est pas autant, je préférerais acheter Arkema que... Donc c'était un pas trade. Non, pourquoi pas pour le Nasdaq, c'est une valeur tech. Le Nasdaq pour le Nasdaq, on dit pour le Nasdaq, c'est une valeur technologique, et donc si le Nasdaq progresse... C'est ça, le côté valeur tech, détente des taux, et donc si le Nasdaq continue, il y a peu de chances que Capgemini perde 10%. Entendu. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Jean-Louis Cussac. Alors, moi je suis un peu pareil que Mathieu, hein, c'est un oui. Alors, je cherchais des valeurs et j'ai au départ regardé Capgemini et je me suis dit tiens pourquoi pas. Et c'est vrai que sur le plan technique, il y a une configuration qui est intéressante, tout en me disant elle a quand même un peu sous-performé la période d'une manière assez importante et je vois pas le moteur, si vous voulez, je vois pas ce qui pourrait l'amener à vraiment booster. Donc, entre les deux, je me suis dit Arkema représente un risque moins important. Avec les batteries, la dernière génération, elle a quelque chose dans le pipeline. Si vous voulez, il y a vraiment un truc qui fait que les investisseurs peuvent se dire ben, ça m'intéresse, il y a du potentiel. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi Arkema. Capgemini, oui. Sans plus. Je pense qu'il faut que je vous rappelle les règles du jeu. Hein. C'est pas trade là. Si vous n'êtes pas d'accord avec si. Par exemple, si elle revient vers 195, c'est là où je serais plus tenté de l'acheter. D'accord, très bien. Plutôt sur repli alors. Oui, sur repli. Oui. Un dernier mot, Marc? Elle est déjà revenue sur 195. Oui, voilà ça. Donc moi, je l'ai acheté justement sur ce repli. Ah, bah oui. Voilà. Ah oui, mais attendez, c'est un scénario pour l'avenir, c'est pas un scénario passé. Ah oui, sur les niveaux actuels, est-ce que non, vous il a dit toujours acheté? Oui, bah oui, bien sûr. Le rebond n'est pas encore très fort. Oui, c'est vrai que c'est pas encore énorme. Très bien. C'est jouable. Merci messieurs. Il reste à Mathieu Lebrun de nous présenter. Pardon? Non, rien. On vous entend pas hein, si vous revenez dans votre barbe. Non, rien d'autre. Mais c'est à vous. On va vous laisser parler. On va vous laisser la parole puisque vous avez envie de parler, Mathieu. Mathieu, vous allez nous parler de Newmont, un exploitant de mine d'or. On va attendre que le chronomètre s'affiche. Toujours l'or, l'argent. Ah oui, vous êtes complètement monomaniaque sur les métaux précieux. On va y aller. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, merci. Donc du coup, effectivement, quelque chose de pas très original en termes de thématique, mais c'est vrai que quand j'ai une conviction sectorielle ou autre, j'y vais assez fort. Et c'est vrai que là, c'est un peu le cas ces derniers mois et semaines. Et donc Newmont en fondamentaux, en fait, ils ont racheté Newcrest. En fait, ce qui est intéressant dans le fondamental, c'est qu'ils ont racheté l'Australien Newcrest l'année dernière, donc quand les cours de l'or étaient relativement bas par rapport à ce qu'on connaît. Et donc ça, généralement, quand il y a des opérations de croissance externe qui sont faites, alors il y a eu des doutes sur l'opération, etc., mais je pense que quand on regarde, la valeur valait plus de $60 il y a à peine 3 ans et est tombée donc à 30 sur des craintes au niveau opérationnel par rapport à Newcrest. Et je pense que le marché, en gros, par rapport à Newmont, à mon sens, il y a une réserve de valeur fondamentale, justement, suite à cette opération de croissance externe qui a été, à mon sens, réalisée dans un bon timing par rapport au cours de l'or. En termes de trading pur sur Newmont, ce qu'on voit, le gap, ça a été un gap post-résultat. C'est trop tard. Donc voilà, donc un bon news flow, une publication, j'achète. Voilà. Vous aurez le temps de compléter vos arguments. On va demander à vos camarades de s'exprimer.
Trade ou pas trade, s'il vous Avant de plaît. voter, j'ai une question, parce que c'est important. Je vois qu'il y a eu ce sont des dividendes de distribués en bas, là les indications. Non, il n'y a pas eu de dividende. Ok. C'était la publication. Non, là, vous trichez. Après, c'est des informations. Non. Trade ou pas trade? Ok. Il n'y a pas de contradiction aujourd'hui, Ah non. vous êtes tous d'accord. Sur le C'est plan- bien, c'est bien. Sur le plan technique, c'est joli. Il Allez-y, y a, il y a je ce- vous en il y a prie. ce gap qui met une pression importante. Et en effet, le cours a franchi le dernier plus haut de fin 2023 une première fois. Elle revient en arrière. Donc ça nettoie un petit peu la spec, etc. Et en effet, pour l'instant, il y a tout pour que ça reparte. Après, l'infirmation, on va la retrouver sous les 36-30 à peu près. Vous voyez, la perte potentielle n'est pas très importante. Dans le gap, là, sur le comblement du gap, c'est une zone d'achat aussi. Non, c'est joli sur le plan technique. Principe des gaps, vous nous le rappelez en 2 secondes, ça doit toujours être C'est comblé, une c'est ça? ouverture au-dessus du plus haut de la veille ou en dessous du plus bas de la Donc veille. ça se comble normalement? Ah non, non, La ça se plupart comble. du temps, mais pas tout le temps. C'est quand ça se comble, on se pose une question. On se dit c'est un support, qu'est-ce que ça C'est va faire? On observe potentiellement, particulièrement on fait- ce niveau-là. D'accord. Il faut toujours se dire, potentiellement, je fais quelque chose. On ne fait pas systématiquement les Mais choses. c'est une matière à regarder plus attentivement ce que va faire Oui. l'action. Marc, Alors, j'ai hésité un tout petit peu, peut-être comme Mathieu tout à l'heure avec Capgemini, parce que je suis tout à fait d'accord sur le trade, mais je ne rentrerai pas tout de suite. Voilà, moi, je suis un éliotiste chevronné, et depuis février, on a 5 jambes de hausse très claires, en fait, Ouais. très propres, et qui amèneraient à une consolidation peut-être un petit peu plus importante. Mais après, oui, je suis tout à fait positif sur tout ce qu'a dit Mathieu. Voilà. C'était la seule nuance que j'aurais faite vous sur êtes donc héliotiste. Oui, totalement. Vous nous rappelez un peu ce que c'est? Bah, Le terme n'est pas trop souvent employé dans cette émission. Oui, mais je l'ai fait exprès pour que vous me posiez la question. Exactement. En fait, il y a plusieurs disciplines dans l'analyse technique qu'on peut aborder. Moi, je me suis spécialisé sur celle-ci. Donc, Nelson Elliott, c'était un comptable en place pendant le crack notamment de 29, américain, qui a étudié des graphiques pendant des années, qui a eu une retraite anticipée parce qu'il était malade, et il a mis en place une théorie qui s'appelle la théorie des vagues d'Elliott, et qui dit que le marché évolue selon certains patterns. Alors évidemment, ce n'est pas du copier-coller des vagues d'Elliott sur tous les... Un pattern ici qui Voilà, oui, sont et puis, constitués, oui, qui se répètent. effectivement. Et il est parti du principe qu'on a évolué en 5 vagues de hausse, 3 vagues de baisse, comme je vous ai montré tout à l'heure sur Apple. C'est le principe, en fait, si vous voulez, de l'évolution générale. C'est-à-dire, parfois, on dit je fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Elliott a dit on fait 5 pas en avant, 3 en arrière, globalement. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à tous. Un petit mot à rajouter, Mathieu, parce que vous non, n'avez bah, pas fini votre Ouais, démonstration. Même si tout le monde est d'accord, c'est... Non, après, ouais, voilà, moi ce que j'aime vraiment bien, c'est le côté où sur les marchés en général, je ne suis pas forcément à l'aise à l'idée d'acheter tout et n'importe quoi, ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire par exemple dans le CAC 40, moi par exemple, à part peut-être Veolia, que j'achèterais presque là, mais sinon c'est un peu compliqué à mon sens, et pour le coup sur des minières, même si le S&P doit corriger ou autre, j'ai pas de problème avec l'éventualité que Newmont comble son gap, c'est-à-dire que voilà, sur les minières en fait j'achète et je suis pas inquiet s'il y a des replis, alors que par exemple sur du Capgemini ou autre, si le CAC 40 doit caler ou des choses comme ça, je vais vite me demander. En fait, je trouve qu'il y a trop, après c'est le problème, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut avoir un mouvement qui se développe, comme ce que disait Marc sur Schneider, etc. Moi, il y a beaucoup de choses qui sont allées trop haut, à mon sens trop vite, et sur lesquelles je ne peux plus acheter parce que je ne sais pas où je sors si ça corrige en fait. D'accord. Et en fait, il y a trop de risques par rapport au reward que je peux viser. Donc peut-être à tort, parce que par exemple Schneider, c'est des choses que je regarde, moi, que j'ai vendu à découvert même à un moment. Voilà, je suis sorti quand ça s'est invalidé assez rapidement. Mais du coup, voilà, moi en fait, quand je prends position, j'aime bien savoir où je sors si j'ai tort, plus que de savoir où je vais forcément sortir si j'ai raison. Et par rapport à beaucoup de valeurs, c'est vrai que les minières remplissent la case risque réduit à mon sens en cas de correction de marché, et c'est un des éléments qui me plaît chez nous. Quel instrument vous utilisez pour mettre en place Alors une il y a stratégie? des petits leviers. Alors pour tout vous dire en toute franchise, là je suis en cash action, c'est-à-dire que j'ai pas mal de minières juste en cash action, mais il y a des dérivés. Léa parlait tout à l'heure de tracker, alors que ce soit sur Newmont ou moi j'avais pris du XAG1S, c'est un tracker 100% sur l'argent que j'ai recommandé dans tous mes services, donc soit la bourse au quotidien pro, l'aide des affranchis, Agora Trading Lab, enfin je l'ai fait vraiment partout, et pour le coup enfin voilà, quand j'ai des bonnes convictions j'aime bien. Alors c'est à double tranchant parce que quand j'ai tort, j'ai tort partout, mais à l'inverse quand j'ai raison, ça paye partout. Et des Et donc turbulences
voilà, à faible donc, levier, vous disiez? C'est ça. Donc, en l'occurrence, sur Newmont, il y a des produits qui vont en élasticité de 1,5 à, je crois, 6 ou 7 D'accord. en illimité. Donc, Produit qui présente un risque de perte en capital en cours de exactement. vie à l'échéance, bien entendu. Merci beaucoup Mathieu, merci Jean-Louis, merci Marc. On va passer maintenant à la rubrique à vos marques. À vos marques, le quiz avec un qui suis-je. Qu'est-ce que c'est un qui suis-je C'est les graphes. Il faut découvrir quelle action, quelle matière première, quel indice se cache derrière le graphe qui est Ah, un représenté. exercice qui plaît particulièrement à Jean-Louis, c'est ça? Voilà, alors il est très aimé de certains, redouté d'autres. De toute manière, le quiz n'est jamais Vous allez- consensuel, mais c'est pas grave. Très bien vous en sortez. Ah, Vous y pliez quand même. Il peut être consensuel dans le négatif parfois, sur Vous allez certains tous trucs que vous nous tromper, avez c'est trouvés. possible. Oh, bah, On n'est pas parfois, ça tient on n'est pas toujours à l'aise. C'est parti. Allez, on y va. Premier graphique. Quelle action française se cache derrière cette courbe sur un an? S'agit-il de Stellantis, Renault ou Hermès? Jean-Louis. Stellantis. Bravo Jean-Louis. Stellantis. Vous voyez, il n'y a aucune raison de craindre cette Ah non, mais je exercice. crains pas, mais parfois ça tient à pas grand-chose, donc c'est vrai que c'est bon. Effectivement, et vous êtes des traders chevronnés, je ne peux pas faire quelque chose de trop simple. Alors, on voit bien sur ce graphe que Stellantis s'est distingué notamment de son concurrent Renault. Une année 2023 exceptionnelle, c'est la plus forte hausse des indices SBF 120 et CAC 40, 58,43% de performance en 2023 derrière Saint-Gobain. Stellantis vraiment a accumulé les bonnes nouvelles en 2023, des excellents résultats financiers et une transition vers l'électrique qui a enthousiasmé les investisseurs, sans parler de quelques acquisitions en externe, notamment la start-up Tiam, qui ont vraiment porté Stellantis. Tout se passait bien jusqu'à février, où les résultats ont été dévoilés de 2023, ils étaient très bons. Et après, patatras, vraiment une baisse très marquée, caractéristique du coup dans ce graphique, qui est fait suite à la suppression de 400 postes aux États-Unis fin mars et des résultats extrêmement décevants au T1. Voilà, donc décrochage de Stellantis. Un point pour Jean-Louis et 0 pour nos camarades Marc et Mathieu. Deuxième question. Quelle action issue du secteur technologique et touchant à l'intelligence artificielle correspond à cette évolution depuis un an? Ah non, 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 non. Là, nous avons un buzzer avant la fin de Ah, l'année. Et Marc aussi? Marc aussi, donc Ah non. juste... Bah si, j'ai pas annoncé les sociétés. Ah, c'est pas la fin de la Première question. réponse, Ah oui, tu m'as suivi bêtement. c'est 3 points à I. Deuxième Mathieu. réponse, CrowdStrike. Troisième La réponse, réponse en tout ProSoldings. Alors, Mathieu est bien Et quand même, embêté. vous avez un coup pour rien. Non, non, vous avez un coup pour rien, Ouais, mais c'est bête, prenez-le. c'était gentil, j'aimais bien moi. Prenez-le. Je sais pas du tout entre une franchise. Mais quand même, vous avez, 250%, vous n'avez pas entendu vous avez une parler chance sur 3. Allez-y. Ouais, j'ai une chance sur toi. J'appuie en plus CrowdStrike. Et ben voilà. Et ben voilà. Parfois, la chance paie. Pas en trading, mais sur le quiz. C'est pas normal. CrowdStrike, oui. Je regarde pas trop, hein, toute franchise, tous les. Quand ça sort vraiment des 10-15 grosses du Nasdaq, du S&P, autant si vous me posez s'il y a du SBF ou d'autres choses, je suis assez à l'aise, autant Vous ne effectivement. pouvez pas vous disperser trop. c'est Ouais, ça il n'y a que 24 heures dans une journée. T'aurais dit quoi Donc bon, voilà. J'aurais dit ça, moi. Donc CrowdStrike, c'est une société effectivement de l'intelligence artificielle, mais qui est spécialisée dans la cybersécurité. Très bons résultats financiers, acquisition stratégique en externe également, et vraiment la cybersécurité devenant de plus en plus vitale. On voit qu'elle bénéficie encore plus de la hausse qui a trait à l'intelligence artificielle que d'autres sociétés, comme les deux autres, qui fonctionnent plus comme des logiciels de services pour améliorer, par exemple ProSolding, ils font beaucoup de choses pour améliorer les algorithmes dans la gestion des billets d'avion ou ce genre de choses. On voit que la cybersécurité est allée un cran au-dessus des deux autres. Un point pour Mathieu, un point pour Jean-Louis, 0 pour Marc, pardon. Ah oui. Troisième question. Troisième question. À quelle matière première en surperformance depuis le début de l'année correspond ce graphique? S'agit-il du cacao, du café ou du jus d'orange concentré? Ah pardon. Marc, Je dirais le café. Dis le cacao. Moi. Ah Oui, non, c'est hop. le cacao. T'avais appuyé. Ah pardon. il était la éliminé. réclamation. Ah oui, c'est pour ça. Jean-Louis, votre Ah, réponse? pardon, bon. Jean-Louis, votre Jus réponse? Jus d'orange concentré.
Non, mais Non, c'est j'avais bon. pas entendu que j'étais élu. Non, non, mais il l'a dit, c'est bon. Donc, c'est le- Effectivement, c'est le cacao, vous le savez, son surnom c'est l'or brun et il n'a jamais mieux porté son surnom que cette dernière année, puisque effectivement en janvier 2024 on annonce une réduction de 36% de la production. Il y a 2 pays qui principalement produisent le cacao, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana, et ils ont été tous les deux victimes de conditions météorologiques catastrophiques, ce qui fait que l'offre a vraiment chuté contre une demande qui elle est restée stable, donc explosion des cours du cacao. Alors, moi, c'est la première fois que j'entends l'or brun, mais peut-être que... Ah oui. C'est peut-être cette année qu'on l'a surnommé comme ça, puisque la performance a été fantastique. Jean-Louis, l'or brun? Non, vous- Moi, je connaissais l'or bleu, mais l'or brun, non. L'or jaune? Ah voilà, vous en avez appris un L'or nouveau. jaune. L'or rouge, l'or bleu, je connaissais, mais l'or brun, pas encore. Ok, alors ce point est attribué à qui? À personne. Ah, Mathieu, Je m'écoule pas parce que je À moi, pensais que non. ça- Ah, il l'a dit. je pensais que Il ça... l'a dit, mais il était éliminé. Mais Ce il point était n'est éliminé pas du attribué. premier tour, il Ce était- point n'est pas attribué. Aujourd'hui, on est Bon, gentil. allez. Quatrième question. Ah bon. À quel indice américain correspond cette courbe sur un an? S'agit-il du Dow, du S&P ou du Nasdaq? Marc? J'irais le S&P. Non. Ah, c'est le dos alors. Je peux répondre? Oui. Je vais dire le Nasdaq. Non. Oui, très bien. Ah oui, putain. Bah oui. Effectivement, Ah oui, c'est le non, Nasdaq qui est vraiment porté Ah, par c'est toutes les 60, valeurs je crois. de l'intelligence Je vais dire le artificielle, cacao. qui a fait ses plus hauts historiques. Donc on voit effectivement au début de l'année que les courbes sont vraiment symétriques avec le Dow Jones et le S&P, mais que quand même, sur un an, il va un cran plus loin que les deux autres. Mais on note une corrélation qui est quand même relativement Ouais, ça se ressemble symétrique. beaucoup, là, hein. quand C'est Ah, ouais. très très proche. C'est là où c'est pareil. Vous avez 2 points ou vous avez 1 point? 2 points. Je vous Un laisse, point je vous laisse, Non, 2 points, c'est. Non, il n'avait pas eu son... À la dernière, c'est pas gagné, mais avant, il avait eu un Il point. avait un je point, crois. donc vous êtes à 0. Oui, c'est pas grave. Et maintenant, vous êtes à 1. Si, c'est Non, grave. pas encore. Ah non, Voilà, je c'est suis complètement n'importe perdu. quoi. 2 et 1. 2 et 1 et 0. Marc sur la touche pour le pas moment. réveillé, Mais c'est pas il lui possible. reste une dernière question. Voilà, Seul. pardon. Ok. Alors, 5e question. À quelle paire de monnaie correspond cette performance sur un an? S'agit-il du GBP USD, de l'euro USD ou de l'USD JPY? Ça, je sais. C'est- Marc. C'est USD. Voilà, très Non, bien, On Marc. l'a fait Vous avez sauvé en l'honneur. même temps. Hein. Effectivement, c'est une courbe très caractéristique puisque, en fait, le Japon était le seul Si, pays ouais. ces dernières années qui était dans une situation de déflation, donc contrairement opposé à la menace inflationniste qu'on a pu connaître en Europe et aux États-Unis. Du coup, aucune augmentation de taux jusqu'à mars 2024, des taux négatifs qui ont permis d'évaluer fortement le yen et de conserver un attrait à l'exportation pour le Japon. Et donc, fin mars, la Banque du Japon a enfin annoncé qu'on arrêtait l'ère des taux négatifs pour repasser dans une zone plus classique, mais ça n'a eu aucun effet sur la paire, puisque c'était déjà tout à fait anticipé et qu'on reste toujours sur des niveaux de taux bien inférieurs à ces paires. Il y a eu aussi une intervention de la Banque centrale japonaise il y assez en a importante. eu, Il y en a eu plusieurs. Ouais, il y en a Oui, plusieurs. Ouais. 37 milliards de... Je me souviens pas un des montant montants, mais astronomique. Merci beaucoup. Donc, victoire de Mathieu, je crois. Mathieu. Malgré des bâtons Je qu'on sens- vous a mis dans les je rues. sens une dans les roues. réticence, mais c'est pas grave. Bravo Mathieu, bravo Mathieu Lebrun, responsable analyse technique, publication Agora. Merci Jean-Luc Hussac, merci Marc Daguerre, et à la prochaine fois. Je rappelle à nos téléspectateurs que si vous souhaitez que nous abordions une valeur, un sous-jacent particulier, vous pouvez nous écrire à info@sgbourse.fr. Si vous aimez ce programme, écoutez, dites-le autour de vous, et nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt.